Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invitée cette semaine est l'artiste Pauline Rousseau. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations, comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. La première fois que j'ai découvert le travail de Pauline Rousseau, c'était il y a 2 ans sur le stand des éditions Dilecta lors du salon Galeriste. À l'époque, c'était Elsa Paradol qui m'avait présenté un livre qui avait des allures d'album de mariage, sauf que sur la couverture, il n'y avait pas 2 noms d'amants devenus époux, mais une phrase, The Would Be Me, que je traduirais Cela aurait pu être moi. Je mets toujours un T, c'est terrible. Je vous en dis pas plus quant au contenu de l'ouvrage, puisque j'ai la chance d'être dans l'atelier de l'artiste qui l'a réalisé. Merci Pauline Rousseau d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici. Merci Camille. J'ai pas voulu en dire plus sur la nature du livre que je viens de présenter, car son contenu est finalement assez personnel, et je pense que tes mots seront sans doute mieux choisis que les miens. Ce que je peux dire peut-être, c'est que c'est autant un projet photographique en soi que les archives de plusieurs performances que tu as réalisées avec des ex. Ouais. En fait, c'est intéressant que tu parles de cette idée de performance, puisque finalement le projet il réside presque autant dans convaincre les personnes qui sont sur les photos, je vais y revenir, et réaliser l'image que l'image elle-même. En fait, The Would Be Me, c'est cette idée un peu folle de qu'est-ce qui se serait passé si on était restés ensemble, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais tombée enceinte de cette aventure d'un soir, si je m'étais mariée avec mon copain du lycée. Voilà, c'est un peu cette idée-là que je pense beaucoup d'entre nous peuvent se poser. Et je me suis dit, en fait, j'ai commencé à y réfléchir et un peu à tous les scénarios possibles. Et ensuite, je me suis dit que j'allais mettre en scène ces situations avec les vraies personnes. Donc en fait, c'est vraiment un jeu entre vrai et faux, puisque c'est vraiment chez... c'est pas des comédiens, quoi. Voilà, Enfin, c'est vraiment chez les personnes en question, avec leur famille parfois, chez eux. Alors juste, je me permets de reprendre un tout petit peu, c'est pas que des ex. Okay. Dans la série, il y a aussi par exemple une personne avec qui s'est jamais rien passé parce qu'on s'est toujours raté. Oh, c'est fou. Ah ok, c'est encore plus cool. Donc c'est vraiment l'idée du possible. Du possible et cette idée que finalement l'art et la photographie permet de réaliser ce qui s'est pas réalisé dans la vie. Donc ça se situe un peu entre un passé révolu, un présent de la photographie et un futur qui n'aura jamais lieu finalement. Et donc voilà, il y a cette idée de ce que ça aurait pu être. Il y a aussi l'idée qui m'intéressait de évidemment mettre en scène un peu toutes les pressions sociales qu'on peut avoir en tant que femme et jeune femme dans la société actuelle. Donc que ce soit se marier, avoir un enfant, déjeuner chez la belle famille, ces pressions-là, et tout en jouant aussi avec les différents codes de la photo, puisque on va avoir la photo de famille qui est finalement un genre assez codifié, la photo de mariage qui est aussi un genre assez codifié, la photo de certaines images qui se rattachent à une imagerie presque qui est celle des réseaux sociaux. Donc je pense à l'image... Il y a cette photo que tu fais en soirée par exemple. Oui, voilà, il y a une photo en soirée, il y a un brunch au lit, avec où tu as vraiment un peu tout la vie parfaite selon les réseaux sociaux. Donc le brunch avec la petite bouteille de champagne, les loups-boutins jetés négligemment en arrière-plan. Et donc c'est aussi jouer avec toutes ces imageries-là. Et c'est évidemment très ironique comme projet, puisque c'est que des vies finalement dont j'ai pas voulu, quelque part. Mais on le sent, tu vois, par exemple il y a la photo au supermarché
où t'as le type derrière qui tient un bébé et toi t'as un chignon, ça se voit que t'es au bout de ta life. Ouais, en jogging, voilà, genre les jeunes parents au bout du rouleau. Tu fais des courses, ça se voit vraiment, mais ça j'adore ça. Vraiment, ouais, c'est vraiment cette idée-là. Et puis, donc ouais, voilà, j'avais aussi un peu... ce qui m'intéressait aussi un peu, c'était l'idée de... comment aussi finalement la personne avec qui t'es et l'environnement de cette personne impacte aussi sur toi qui tu deviens en fait. C'est ça, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe si tu choisis d'avoir un copain juif, puisqu'il y a une photo où c'est avec une famille juive, on voit nettement les kippas, etc. des hommes et voilà, donc du coup tu vas devoir aller faire toutes les fêtes juives. Est-ce que voilà, tu vas plutôt cette histoire avec le bébé par exemple, voilà, comment en fait la personne avec qui t'es et son environnement va impacter aussi qui toi tu deviens un peu. Et ça les a pas. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Je me dis, mais déjà, enfin, je sais pas, je me dis, ça a dû. Je suis cette personne que tu contactes en disant oui, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, tu sais, au collège on avait eu un bisou sur on avait fait un bisou sur la bouche. Genre, est-ce qu'on peut faire une série de photos où je m'imagine avec toi et on va voir tes parents et on va faire un déjeuner dominical? Comment ça se passe, quoi? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai choisi, j'ai casté quoi. Ouais. Et j'ai casté de différentes manières, c'est-à-dire en me disant déjà les gens avec qui j'ai projeté à un moment ou à un autre une chose, quelle qu'elle soit okay. Positive, négative, bizarre, enfin voilà. Ensuite, je me suis dit aussi... déjà, je ne les ai pas contactés comme ça. Je les ai contactés en disant ouais, est-ce que tu es dispo? J'aimerais qu'on se parle. Ouais. Donc déjà, parce que la preuve, c'est grosse manipulation. Parce que forcément, c'est très facile de jamais répondre à un message Facebook. Quand tu vois les gens en face à face et que le projet est expliqué, que tu vois que bon, il y avait une vraie envie de ma part de réaliser les projets et de réaliser le projet, pardon, et les photos, je veux dire, les mises en scène. Et puisqu'en fait chaque mise en scène était presque comme un petit projet en soi, puisqu'il fallait la penser, et en fait à chaque fois ça donnait lieu à des discussions différentes et toujours assez intéressantes et complexes. Bon, déjà souvent on n'était pas d'accord sur ce qu'aurait été notre vie, donc il y avait des négociations. Évidemment. Il y avait des négociations. Mais je t'aurais offert une vie de rêve, c'est sûr. Donc il y avait des négociations par rapport à... Enfin, parce qu'on n'était pas d'accord, donc par rapport à la mise en scène aussi que moi je projetais. Et puis ensuite, évidemment, comme c'est des vrais gens avec qui il s'est passé ou il aurait pu se passer, ou voilà. Il y a des affects forcément. Évidemment. Et donc à chaque fois, on en venait aussi du coup à reparler de notre relation, de où on en était maintenant. Enfin, c'était assez éprouvant quand même. Comme projet. Et puis bon, il y a eu des beaux moments aussi. Par exemple, la fameuse photo de mariage un peu cheap en studio. En fait, c'est tous les gens, donc on est quand même, je crois, 10 sur la photo, et tous les gens, c'était vraiment nos potes de l'époque. Donc avec qui on était au lycée, que j'ai réuni, et on s'était pas vu depuis des années, c'était assez bizarre, en même temps c'était assez émouvant. Moi, me voir en robe de mariée, alors que, entre guillemets, c'était un costume et enfin voilà, mais en fait ça nous a quand même tous fait quelque chose. Enfin, c'est clair. C'était assez... et donc en fait c'était un projet qui était... C'est pour ça que c'est presque plus performatif que photographique. Comme projet. Et donc ouais, c'est voilà, et il y a aussi des gens qui m'ont dit non. Il y a une photo que j'ai faite qui n'a pas marché. C'était aussi une personne avec qui c'était rien passé d'un point de vue concret, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de factuel qu'il s'est rien passé d'un point de vue émotionnel. Bien sûr. Et en fait la photo, la personne était très d'accord pour la faire et tout, et elle n'était pas du tout intéressante en termes de résultats, parce que je pense qu'aussi au moment de la prise de vue, il s'est un peu rien passé. C'était un peu trop, il n'y avait pas tant d'affect, tu vois, c'était peut-être un peu trop blague, un peu trop. Et alors que je pense aussi ce qui marche dans les autres images, c'est que finalement il y a toujours un moment, même une fraction de seconde, où en fait il y a du vrai qui s'introduit dans la mise en scène, parce qu'on se connaît, parce que en fait c'est tellement proche du réel aussi. C'est-à-dire que la photo dans une fête, c'était vraiment dans une fête. Donc on a vraiment fait la fête ensemble pendant plusieurs heures avant de prendre la photo. La photo du bébé, on était vraiment dans le supermarché avec le bébé qui a plus ou moins donc vomi sur le
sur le modèle, les parents qui étaient à côté en stress parce qu'il est tout petit, c'est un bébé qui a genre 2 mois je crois. Le gérant du supermarché qui voulait pas, les gens qui faisaient leurs courses qui nous criaient dessus. Donc en fait on était vraiment dans un contexte assez stressant de faire des courses avec un bébé, tu vois. Et donc voilà, et je pense que c'est aussi ça qui donne l'intérêt aux images, c'est qu'en fait il y a toujours un moment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait la sélection aussi des images. Je trouvais que j'ai pris celle où j'avais l'impression qu'il y avait un moment où il y avait quelque chose qui émergeait. Mais ça sent parce qu'on arrive vraiment à se projeter, je trouve, dans ce que tu ressens, quoi. C'est trop bien. Mais j'adore vraiment ce projet et je le trouve fou parce que en plus à chaque fois que je parle de ton travail avec des gens du monde de l'art, à chaque fois, mais les gens comprennent tout de suite, quoi. Et tous, ça mène tout de suite à des conversations de mais moi ça aurait été qui, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire moi, à sa place, quoi. Et c'est trop bien. Voilà. Et ce projet, dans le fond, il portait sur le déterminisme, en quelque sorte, sur notre capacité à nous extirper ou non d'un schéma de vie préétabli. C'est ça, finalement, ton sujet de prédilection, dans le fond. Ton boulot consiste à déconstruire le regard, et pour cela, le féminisme est pour toi un outil. J'ai l'impression que cela t'a aidé à aiguiser ton regard, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot outil, mais en tout cas, c'est clairement omniprésent dans mes réflexions, mais aussi dans ma manière de travailler. Puisque, et ça permet aussi de faire le lien avec ce qu'on disait avant, évidemment, dans tout ça, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une prise de pouvoir, d'un rapport de pouvoir. Finalement, moi, je me retrouvais dans une situation où, concrètement, j'étais avec les parents ou la famille, ou dans une situation à diriger cette personne avec qui j'ai une histoire à un moment, hyper directive sur ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire, comment il doit s'habiller, comment il doit poser. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi d'un rapport de pouvoir qui se met en place, puisque dans une prise de vue photographique, c'est toujours, quand on photographie des gens, il y a toujours un rapport de pouvoir, alors qu'il peut se lisser à un certain moment. Parfois, c'est entre guillemets le modèle qui prend le pouvoir, dans le sens où c'est lui qui va finalement un peu décider de ce que tu vas photographier. Mais la majorité du temps, c'est quand même la personne qui a l'appareil photo dans les mains qui a du pouvoir sur l'autre. Et donc, il y a cette idée-là aussi, et qui se retrouve dans d'autres de mes projets, de qu'est-ce que la prise de vue photographique et le geste photographique en lui-même implique en termes de rapport, et notamment dans le fait que je suis une femme et dans nombreux de mes projets qui photographie des hommes. Donc finalement, il y a un rapport aussi à ce niveau-là, un rapport de genre aussi qui est un peu inversé, on va dire, qui m'intéresse. Mais justement, c'est vraiment ça, quand tu parles d'inversement, ton travail, il propose vraiment un retournement, il inverse des rapports femmes-muses, hommes-créateurs. Pourtant, tu n'uses pas du female gaze, c'est-à-dire que ton boulot n'essaye pas de nous faire ressentir l'expérience d'un corps féminin. Il n'adopte pas le point de vue d'un personnage féminin, notamment parce que tes personnages sont essentiellement des hommes. En les photographiant, tu interroges ainsi leur sensibilité, mais aussi ton propre désir, en quelque sorte. Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'idée que finalement tu as cette espèce de schéma qui est un peu millénaire presque, des hommes qui sont créateurs, qui sont dans l'action, qui sont objets désirants aussi. Et tu as la femme qui est muse, qui est modèle, qui est objet désiré pour le coup, regardée aussi. Et il y a vraiment cette idée-là d'inversion qui, moi, m'intéresse. Comment ce schéma peut être bouleversé ou pas, qu'est-ce qui se passe au moment où les rôles sont inversés. Et oui, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et puis de montrer, ça dépend des projets aussi, mais aussi finalement quand les hommes deviennent objets du regard, qu'est-ce qui se passe, ils deviennent objets désirés, objets du regard, modèles. Parfois ça amène aussi une certaine vulnérabilité de leur part, et c'est ça qui m'intéresse aussi. J'imagine que pendant justement les séances que tu peux faire, il doit se passer des choses justement où tu parlais justement du fait que
tu pouvais pas donner des ordres, mais être directif, quoi. Comment il se comporte par rapport à ça? Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de règles en soi et que chacun réagit différemment, mais... En fait, d'ailleurs, j'ai fait une pièce sonore qui s'appelle La séance de pause, qui traite justement de ce propos-là. Qui est très violente. Oui, c'est assez... c'est un peu cruel, mais en même temps, il y a un côté un peu drôle aussi dans cette manière de diriger. Je dirais que bon, c'est comme toujours, c'est une négociation en fait. Donc comment la négociation fonctionne ou pas, parfois il y a de la résistance d'un côté ou de l'autre, parfois quand on négocie, négocier c'est pas forcément arriver payer le prix que toi tu veux payer, c'est arriver à trouver un accord. Donc une négociation c'est comme ça quoi. Donc parfois c'est toi qui vas lâcher du lest, parfois c'est la personne en face, mais c'est arriver à trouver un compromis finalement. Parfois il n'y en a pas, parfois c'est l'autre qui plie, mais en tout cas oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se joue là et que je trouve vraiment intéressant. Prendre une photo c'est pas anodin, c'est pas pour moi dans le rapport surtout qu'on vit dans un monde d'images, c'est pas comme dessiner une personne, c'est pas comme il y a quand même quelque chose d'elle qui est saisi et qui peut être exposé après au vrai sens du terme, au sens de s'exposer quoi. Donc, et d'autant plus que tes modèles sont pas forcément des personnes déconstruites, donc d'entendre des directives venant d'une femme qui réclame justement un certain lâcher-prise ou que sais-je, ça doit bousculer en quelque sorte quoi. Oui, en fait c'est encore une fois je pense que c'est intéressant aussi de ne pas généraliser, mais c'est ce que tu disais au début, parce qu'en fait chaque personne est différente, chaque projet l'est aussi. Par exemple dans ce projet-là de The Would Be Me, finalement dès lors que les personnes avaient accepté de poser, les hommes qui sont en photo avec moi, je savais, il y a toujours des choses à négocier, il y a toujours, en plus moi je suis un peu dans la transgression, donc je veux toujours aller plus loin, j'annonce quelque chose que je vais faire, mais en fait ce que je fais souvent ça va plus loin que ce que j'ai annoncé. Mais par exemple c'est pas du tout le même rapport au modèle que dans une autre série qui s'appelle Tractation, où là il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre plus de la confrontation, où je suis allée justement chercher des modèles dans des endroits qui sont typiquement masculins. Donc ça va être la salle de boxe, ça va être le garage de réparation de voitures, ça va être la rue tout simplement, où là je suis allée chercher des modèles que je connaissais pas du tout. Il y a autre chose qui se joue, donc ça dépend vraiment finalement du projet et de la personne qui est en face. Après je trouve que par rapport à ça, oui c'est vraiment, je pense que c'est difficile de faire des généralités. Et nous sommes toutes et toutes construits et construites socialement. Il y a plein de rapports de pouvoir qu'on a complètement intégrés, au-delà même du fait qu'il est très dur de nous en débarrasser. C'est parfois même compliqué d'avoir conscience que ce qu'on fait et que ce qu'on pense n'émane pas naturellement de nous, mais que c'est le fruit d'une éducation au sens large. Ton objectif vient questionner tout cela, puisque tu abordes la question de la déconstruction sociale. Mais se déconstruire, c'est un processus qui prend l'entièreté d'une vie. Donc même en travaillant là-dessus, tu dois sentir des moments où ça accroche, des moments où tu ne vas pas assez loin, où ton regard n'est pas suffisamment déconstruit et sur lequel la société a encore trop la main mise peut-être. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'en aperçois et tu te dis qu'il faut une introspection? En fait, est-ce que je peux chercher un truc? Je voulais te lire une citation justement qui vient du mémoire que je viens d'y penser. Pour répondre à ce que tu viens de dire, tu vois, j'aime bien citer cette phrase d'Amelia Jones, qui vient d'ailleurs d'un article qui s'appelle Jouer et déjouer le phallus, qui date de 1994. Et elle dit « Ma relation de féministe hétérosexuelle à la masculinité est elle-même ambivalente. Je critique avec mépris certains aspects, mais éprouve un désir flagrant et irrépressible pour d'autres. » Et c'est un peu ce que je te répondrais, c'est qu'en fait, en même temps, tous ces
ces projets-là, puisque après il y a aussi d'autres projets dans ce que je fais qui sont pas autour de ces questions de genre, mais en tout cas les projets qui s'intéressent à ça, à ces questions-là et qui les questionnent, ils sont souvent construits finalement entre désir et dégoût. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui se joue et qui est à la fois peut-être un peu sensible et en même temps j'ose espérer intéressant. C'est que je pense pas proposer des œuvres qui vont donner une réponse ou qui vont être des critiques acerbes ou en fait si tu regardes cette série avec les ex par exemple, enfin les ex entre guillemets, mais de Would Be Me, en fait il y a aussi du jeu, il y a de la tendresse vis-à-vis de ces personnes là que finalement j'étais aussi contente de retrouver. Il y a aussi du... Enfin, c'est des vies que j'aurais pas voulu avoir, mais en même temps, c'est pas acerbe, il y a rien de... Je les méprise pas non plus, c'est pas... Tu vois, il y a une approche... je sais pas si gentil c'est le terme, mais en tout cas, il y a une approche qui se situe entre une forme de rejet et en même temps une certaine tendresse, et dans d'autres projets, par exemple dans Tractation, il va y avoir, ou dans une série d'aquarelles qui s'appelle Les Perdants, où en fait j'ai peint à partir de capture d'écran de combats de free fight. En fait, on voit très rarement les perdants dans les images, puisqu'on va plutôt montrer les gagnants. Et donc, j'ai fait des captures d'écran quand parfois j'en apercevais. Et ensuite, j'ai fait des aquarelles à partir de ces images-là. Donc, où c'est des hommes qui sont plutôt dans des situations où ils sont humiliés, ils ont perdu. Il y a de la douleur physique, puisque le free fight ou l'UFC, c'est quand même bien violent. Donc, ce qui est montré, c'est ça. Et finalement, c'est aussi... dans cette série-là, dans ce travail-là, de montrer une certaine vulnérabilité, avec finalement aussi un peu de... Je sais pas si la compassion c'est le terme, mais en tout cas une certaine forme de tendresse. Dans Tractation, il y a aussi beaucoup d'images où tu sens une friction entre dégoût et désir, ou moi-même je sais pas trop où me situer, ou finalement il y a une forme de rejet très forte de ces formes-là de masculinité, de la masculinité hégémonique, puisque en tant que féministe, tu ne peux que rejeter cette masculinité qui est construite sur la domination, et en même temps... Mais tu sens que tu es attirée aussi par ça, quoi. Ouais, et en même temps, il y a une attraction qui est tout à fait assumée. Et qui est normale. Ouais. Parce que c'est le propre de la déconstruction aussi, c'est que depuis gamine, on nous matraque aussi des images de l'homme qu'on doit aimer, c'est le mec grand, viril, qui chiale pas et qui sait tenir sa famille, donc c'est aussi normal que ça prenne du temps aussi de déconstruire ça et de se rendre compte de ses désirs, de se rendre compte de ce qu'on désire vraiment et ce qui est de l'ordre de la construction et ce qu'on peut désirer véritablement, même si c'est de l'ordre de l'hégémonie, quoi. Exactement. Mais voilà. Et donc du coup, t'as toujours un peu, dans les œuvres qui questionnent ça, il y a toujours, je pense, cette ambivalence. Et qui est tout à fait assumée. C'est-à-dire que je pense pas que en tant qu'artiste, tu doives... ça dépend pourquoi, mais avoir nécessairement dénoncé, démontré, faire passer un message. Non, je pense que l'art c'est infiniment plus complexe que ça, et d'ailleurs c'est drôle puisqu'il y a même des gens dans cette série-là, The Would Be Me, qui n'ont pas vu l'aspect ironique. Cette série, elle a été exposée aux Rencontres d'Art en 2016. Et je me rappelle avoir eu des discussions avec des personnes par ailleurs assez éclairées sur des questions liées au genre. Quand t'as pas envie de voir, tu vois pas. Ouais, et qui me disaient, ah mais quand même, c'est sûr que c'est marrant comme projet, mais la vision de la femme que tu proposes quand même, moi je trouve que c'est pas... Et j'étais un peu là, ah ouais, mais en fait c'est l'inverse, c'est ironique, mais c'est intéressant aussi de voir comment les gens peuvent percevoir le travail, quoi. Et comment tu as réussi justement à en arriver là, étant donné que... quel a été le cheminement
que tu as mis en place, étant donné que tu as fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, que tu as appris du coup toute une histoire de l'art qui est finalement quand même assez excluante, où tu as, encore une fois, on parlait d'hégémonie, de masculinité hégémonique. Typiquement, l'histoire de l'art, c'est un espace où elle s'est plutôt épanouie. Donc, comment tu as réussi à t'émanciper de ce regard-là ? Je pense que si tu as réussi. Je pense que c'est... Déjà, c'est un peu ce que tu disais avant, c'est un travail qu'on n'a jamais fini de faire soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça va demander plus de temps, de lire des écrits, d'essayer de découvrir des artistes qui ne sont pas des hommes hétérosexuels, privilégiés, blancs, cis. Voilà, c'est un travail finalement qu'on doit faire en permanence, en tant que personne et en tant qu'artiste, je pense. Moi, mon parcours, je pense que c'est d'abord beaucoup passé par de la théorie. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup d'écrits féministes, j'ai lu beaucoup de choses et je me rappelle aussi, j'avais beaucoup aimé l'expo au Macval, je crois que c'était un commissariat de Franck Lamy qui s'appelait Chercher les garçons, qui était hyper intéressante sur ces questions-là. Et donc voilà, j'ai une démarche qui était d'abord théorique. En plus, ça a été le sujet de mon mémoire, mon master 2 de recherche. Puisque j'ai réalisé un mémoire qui s'appelle Débandade et en fait c'est une étude de la déconstruction de la masculinité hégémonique dans l'art contemporain finalement. Et voilà, je pense qu'il y a eu ce cheminement-là théorique qui était concomitant parce que comme souvent dans la vie on ne fait pas les choses, je me suis pas dit ok je vais vraiment travailler théoriquement, ne plus créer pendant un temps, enfin c'est pas comme ça que ça se passe, c'était concomitant mais du coup ça a beaucoup, je pense que le travail théorique a ensuite eu une influence assez importante sur ma pratique. Dans cette recherche de sensibilité au sein des parcours masculins, tu t'es focalisée sur le point névralgique, sur l'organe qui, dans notre imaginaire collectif, cristallise l'ensemble des émotions qu'on pourrait dire... on pourrait dire que c'est le siège même des sentiments, grâce à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Tu as eu l'opportunité l'an passé de faire une résidence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, résidence durant laquelle tu as bossé avec des chirurgiens, des cardiologues, etc. Et ton objectif a été de réaliser des portraits cœurs. C'est comme ça que tu les appelles, c'est ça ? Ouais. Alors déjà je ris parce qu'au début de la question je pensais que quand tu disais j'imagine que tu as fait exprès l'organe, tout est concentré, le point névralgique, voilà, je pensais pas qu'on allait parler du cœur voilà, mais en fait c'est une bourse de création de l'INSERM qui est en même temps une bourse et une résidence et où l'idée c'est de faire se rencontrer l'art contemporain et la médecine. Et ce que je trouvais, mon idée c'était, j'ai tout de suite pensé à travailler sur le cœur et ce qui m'intéressait vraiment dès le début c'était cette idée que finalement l'imagerie médicale permet de faire ce que la photo ne fait pas, c'est-à-dire voir l'intérieur du corps. Alors que quand tu es photographe, quand tu prends des photos, c'est toujours l'extérieur des choses que tu perçois et que tu saisis. Et là en fait les procédés médicaux permettent d'aller voir l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur. Et donc mon idée c'était de faire des portraits cœurs et donc de sélectionner 5 personnes. Sélectionner, ça fait un peu télé-réalité, de choisir 5 personnes qui se reconnaissaient dans des expressions en lien avec le cœur. Donc c'était aussi un jeu sur les mots, MOTS et les mots MAUX finalement, puisque donc c'était... Il y a tellement d'expressions en lien avec le cœur, mais en l'occurrence, tu avais cœur d'artichaut, avoir du cœur au ventre, à cœur ouvert, et puis tu avais cœur de beurre et cœur vaillant. Donc, je suis allée à la rencontre de ces 5 personnes-là qui étaient des hommes, puisque ce qui m'intéressait aussi, encore une fois, c'est que le cœur, les histoires de cœur. Oui, en opposition. Voilà, c'est toujours c'est un truc de bonne femme, quoi. Les histoires de cœur, les sentiments, et donc je suis allée vers ces cinq hommes qui avaient des vies, des parcours de vie et des choses intéressantes à me raconter en lien avec leur cœur, entre autres.
Et à partir de ça, j'ai construit 5 portraits cœurs en mêlant dans chacune des pièces. Du coup, c'est des pièces parce que c'est pas nécessairement de la photo. Il y a 2 vidéos, des sérigraphies, une installation et des tirages photos sous forme de triptyque. Et c'est une partie de mon travail que j'adore aussi, c'est qu'en fait, être photographe et être artiste, moi, ça me permet aussi de faire des choses que je pourrais jamais faire sinon. Et parfois, il y a même des moments où je me suis dit, mais en fait, peut-être que genre, tout ça n'est qu'un prétexte. Peut-être que finalement, évidemment, j'adore créer, je pourrais pas faire autre chose, mais il y a aussi quelque chose de... C'est pour ça que mon travail il se construit beaucoup autour du jeu, autour de la transgression, autour de la mise en scène de soi, et je m'interroge toujours quelle est ma posture en tant qu'artiste. Et par exemple, là, ça m'a permis de faire des images pendant des opérations à cœur ouvert, donc dans la salle et plusieurs fois, parce que comme j'étais pas contente, j'ai redemandé une 2e fois et une 3e fois à revenir, alors que c'est quelque chose où normalement t'as jamais les autorisations. Même, parfois même tu veux faire un reportage pour Arte ou je sais pas quoi demain, c'est même pas sûr que tu arrives à les obtenir. Et voilà, c'est aussi une partie de mon travail que j'adore, et ça me permet un peu de rebondir, parce que c'est un peu le sujet aussi de Présente. C'est pas seulement de parler des œuvres, mais c'est de parler aussi de qu'est-ce que c'est qu'être artiste finalement. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler de ça. Mais voilà, finalement, moi, mon travail, il me permet de faire des choses. J'ai aussi fait, c'était en 2019 aussi, c'était une commande photo, mais j'ai fait des photos dans les vestiaires des rugbymen du top 14. Ouais. Et voilà, et je me disais, en plus c'était à quelques semaines d'écart, et avant j'étais dans une salle d'opération, et après je suis allée à Singapour avec les joueurs du PSG. Enfin, je me dis, voilà, en fait, parfois ce qui prévaut presque sur la réalisation, c'est aussi l'expérience que te permet ce travail d'artiste finalement. Mais c'est ça, c'est que du coup tu peux avoir plein de casquettes et presque être une petite souris, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Ce que je pense ne permet peut-être pas, bon après c'est pas mon cas, mais je me dis, peut-être si t'es plasticien, ouais. Tu vois, la photo, t'as quand même cette possibilité-là finalement de... Et de toute façon, ça rejoint aussi ce qu'on disait peut-être sur mon intérêt aussi vis-à-vis du monde des mâles. C'est que, en fait, j'adore l'idée de transgresser, j'adore l'idée de me confronter à l'altérité. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la masculinité et à ce boys club, parce que c'est ce qui était éloigné de moi. Et en fait, la photo, elle permet ça aussi. Elle permet de se retrouver dans des situations avec des gens, dans des contextes où tu serais jamais allé sinon. Les vestiaires des gens du top 14. Ça m'étonnerait, ouais. C'est trop bien. Je trouve ça vraiment trop chouette. J'adore. J'avais passé à la dernière question, mais non. Il y en a une avant où là on parle pas de garçons, on parle de filles et on parle de Pauline Rousseau. Et c'est un projet totalement fou que tu as mis en place, où tu as contacté toutes tes homonymes, j'allais dire tes alter ego, mais n'allons peut-être pas jusque là, mais enfin je te laisserai me dire. Mais du coup tu as contacté toutes les Pauline Rousseau qui en France. Ouais. Qui est en France. En fait, tu vois, c'est un peu toujours cet aller-retour entre ce qui est le plus loin de moi, mais en même temps aussi ce qui est profondément moi, par exemple comme mes vies possibles et en l'occurrence mon nom. En fait, j'ai un prénom qui est très commun, un nom de famille qui est très commun. Ça peut être un problème ou pas selon ce qu'on fait dans la vie. Quand tu te diriges vers une carrière artistique, c'est quand même un peu chiant d'avoir un nom hyper commun. Tu préférerais avoir un espèce de nom incroyable, donc c'est pas mon cas. Et en fait, ça a commencé parce que d'abord je l'ai stalké. D'ailleurs, je sais pas si elles le savent, peut-être qu'elles vont le découvrir en écoutant un podcast. J'ai fait la même chose avec les Camille Bardin, je te jure. Voilà. Et donc j'ai il y a une ostéopathe. Ah, c'est vrai, moi j'ai tout, des notaires. C'est fou. Et donc moi j'ai commencé à les stalker, et ça c'était il y a vraiment très très longtemps, peut-être en 2013. Et je faisais même des dossiers dans mon ordinateur et tout. Et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, faut que je les contacte, faut que je les rencontre. Et donc, j'ai commencé à les contacter. Et encore une fois, toute une partie du travail, c'est finalement convaincre les gens. Et l'idée, c'était
ce qui est une première étape du projet. En fait, je suis allée chez elles, enfin celles qui m'ont répondu, celles qui étaient d'accord, elles sont partout en France. Je suis allée chez elles et en fait, je les photographiais dans une situation où normalement elles aiment être seules. Donc du coup, c'était aussi un travail un peu sur l'intimité. Et en fait, je m'incrustais dans l'image. Donc des choses qui sont quand même assez intimes. Oui, intrusif. Et intrusif, on peut le dire, je crois. C'est ouf. Et c'est incroyable comme projet. Et voilà, et donc ça c'était la première étape, et j'ai écrit aussi sur nos rencontres et sur tout ce qui... En fait, on avait des échanges qui étaient hyper beaux et hyper émouvants, et encore une fois, avec un peu cette idée que ça aurait pu être mutuellement, on pouvait être un peu les autres nous-mêmes, enfin c'est un peu... Et cette idée aussi que c'est un peu toutes les sœurs que j'ai jamais eues, donc finalement les situations dans lesquelles on se retrouvait, c'est aussi moi j'ai pas de sœurs, et c'est aussi des situations où... dans lesquelles apparemment, puisque j'ai pas de sœur, on peut se retrouver. Dire voilà, quand on est enfant, on prend un bain avec sa sœur, on peut être dans des situations hyper intimes avec le bébé de sa sœur. Voilà. Et donc j'aimais bien cette idée aussi de créer un peu des situations comme toutes les sœurs que j'aurais pu avoir, toutes les autres moi-même. Finalement aussi de m'interroger sans cesse sur moi à travers elles. Donc c'est un peu aussi une quête de soi à travers les autres. Et il y a aussi un aspect sociologique qui m'intéresse assez, on se ressemble presque physiquement. Mais tu sais que j'ai pas osé te le dire tout à l'heure parce que tu m'as avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as montré quelques extraits de certains films et effectivement je trouvais que vous ressembliez. Déjà vous êtes toutes blanches. Oui, c'est ça. Tu vois. On est quasiment toutes brunes. Ouais. Comme toi. Enfin c'est ouf. Bah en fait finalement je corresponds un peu à la française de base. Oui, finalement. Non mais c'est vrai. Oui, enfin, je veux dire, je suis blanche, j'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux marrons, je mesure 1m64, je crois que c'est exactement la moyenne. C'est l'archétype. Je fais du 38 en chaussures, du 38 en vêtements. Et donc en fait, c'est aussi un peu un truc sociologique. Et effectivement, dans les personnes que j'ai trouvées, j'ai pas du tout une grande blonde descendante de viking qui fait 1m90. C'est aussi c'est très sociologique, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est fou. Et donc c'est aussi une réflexion là-dessus. Et donc voilà, donc il y a tout un travail qui s'est développé avec elle. Et finalement, je les ai même toutes réunies chez moi pour faire une photo de famille. Donc on a fait une photo, on est toutes les Pauline Rousseau. Et il y a aussi un projet vidéo que j'ai entamé qui se développe en plusieurs volets. Et notamment un volet où on va sur la tombe de Pauline Rousseau au cimetière du Père-Lachaise. Parce qu'il y a une Pauline Rousseau qui est enterrée au Père-Lachaise, qui était la femme de Jules Michelet. Donc Jules Michelet, grand historien qui a une importance énorme, notamment par rapport aux archives nationales, aux archives françaises. Et donc voilà, on s'est rendu tout ensemble sur la tombe de Pauline Rousseau au Père-Lachaise. On a fait une espèce comme ça d'hommage. Ça faisait un peu sorcellerie aussi. C'est trop bien. Et voilà. Et donc le projet est encore en train de se développer. Il y a d'autres éléments vidéo. Et encore une fois, voilà, finalement la vidéo c'est presque le résultat d'une performance. Bah oui. Et puis voilà, il y a tout un process aussi où j'ai fait des lettres pas possibles pour avoir les autorisations de filmer au Père-Lachaise que j'ai jamais eu, mais on l'a fait quand même. Et donc il y a un gardien qui est venu et en fait on a commencé à montrer nos cartes d'identité, tout le monde s'appelait pareil. Enfin, il a dû délire. Et donc voilà, en fait, et ça n'en finit pas d'étapes. Enfin, il y a aussi, moi-même je me perdais dans les mails en fait, puisque tous les mails que j'émettais et que je recevais étaient de Pauline Rousseau, donc j'ai dû faire des infographies avec leurs noms, leur donner des surnoms. Puis après, quand elles se sont rencontrées, c'était hyper beau aussi, hyper émouvant, parce qu'elles me connaissaient que moi. En fait, moi je les connaissais toutes, mais et donc maintenant on a un groupe WhatsApp avec toutes les Pauline Rousseau, et le projet continue. C'est trop rigolo, c'est trop marrant. Mais voilà, au-delà de l'aspect blague, encore une fois, parce que là j'ai un peu dérivé sur la côté anecdotique, mais au-delà de l'aspect blague, c'est vraiment un questionnement sur l'identité aussi, parce que finalement, si c'est pas notre nom et notre patronyme, encore une fois, le patronyme, c'est le nom qui vient du père aussi, donc qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui fait qu'en tant que personne, on n'est pas la même personne. Et donc voilà, il y a des questions autour du déterminisme encore, il y a des questions sociologiques, il y a des questions peut-être beaucoup plus de l'ordre de l'émotion aussi. Pourquoi ces inconnues finalement, sous prétexte d'avoir le même nom, un jour elles m'ont ouvert leur porte et elles m'ont laissé
me retrouver dans des situations hyper intimes. Et elles ont accepté et voulu m'accorder du temps et qu'on se retrouve dans des situations parfois, comme je le disais tout à l'heure, hyper émouvantes, avec un espèce de lien où on avait l'impression... Moi, il y a certaines de ces femmes, j'avais l'impression de retrouver une cousine que j'avais pas vue depuis longtemps, une espèce de proximité hyper bizarre, juste due au fait d'avoir le même nom. Et du coup, de pouvoir échanger plein d'anecdotes sur notre nom et notre prénom, et en fait, qui est quelque chose que toi tu considères comme super personnel. Oui, qui n'appartiendrait qu'à toi. Alors et en fait, pas du tout. Il y a une personne en Bourgogne qui vit la même chose. Il y en a une qui est en Bourgogne d'ailleurs. Et donc voilà, et en fait, tu as toutes ces questions-là que je trouve à la fois intéressantes, hyper belles et qui traversent plein d'autres choses, quoi. Et il y a aussi une espèce de forme de solidarité, de proximité, je pense que... sororité, même. Que je qualifierais d'une forme de sororité qui s'est mis en place et qui s'est créée entre nous, en fait. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est trop bien. C'est trop bien, je trouve ça génial. Et avec aussi un volet, qui est dédié, donc là j'ai juste parlé de la vidéo, mais dans mon projet, il y a aussi tout un volet dédié à finalement Pauline Rousseau, enterrée au Père-Lachaise, qui est complètement morte seule dans un hospice, parce que Julie Michelet s'était remariée avec une femme plus jeune, qui est complètement restée dans les annales, pour le coup, au vrai sens du terme. Et donc il y a aussi un travail avec cette idée de réhabiliter Pauline Rousseau, donc aussi quelque chose qui est lié plus aux archives aussi, et à la mémoire, C'est trop bien. J'adore ce projet, vraiment. J'adore. Au début, je pensais que c'était juste une recherche de carte d'identité, etc. Et du coup, là, on a eu l'occasion d'approfondir. Et je pense que je vais passer mon week-end à aller chercher les Camille Bardin, tu sais. Ah là là. Dernière question que tu connais, pareil, sa tradition de présente. Est-ce que tu peux me dire si tu réussis à vivre de ton travail? Alors, pour répondre à ces... C'est un peu dur pour moi d'évaluer parce que comme en tant que photographe, je fais aussi des commandes photos. Et en fait, disons que c'est plus ça qui va m'amener des revenus. Enfin, en fait, non, je dis c'est plus, ça dépend vraiment des fois. C'est à peu près équivalent à ce que me rapporte mon activité artistique. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, tu as quand même cette chance, si j'ose dire, par rapport à d'autres pratiques artistiques, de pouvoir vendre un savoir-faire. Après, j'ai aussi la chance d'avoir fait certaines commandes qui étaient vraiment chouettes, comme je disais tout à l'heure, pour le top 14 de rugby, pour le PSG. Il y en a aussi qui sont moins intéressantes, qui vont être plus, entre guillemets, alimentaires. Donc je ne saurais pas vraiment répondre à ta question, parce qu'en fait, si je peux dire oui, mais bon, est-ce qu'on considère que ce travail de commande se rattache ou pas? Après, de manière plus générale, j'ai pas d'activité alimentaire qui a rien à voir avec l'art ou la photo. Mais en même temps, donc j'en vis techniquement, après pas comme j'aimerais. J'aimerais, c'est sûr que si je gagnais plus d'argent, je pourrais déjà réinvestir et faire des pièces plus ambitieuses en termes de prod, payer aussi les gens avec qui je travaille, parce que parfois je les paye. Il y a aussi des gens qui filent des coups de main sans être payés, alors que j'aimerais pouvoir les payer. Voilà. Après, on va dire là où je suis un peu en accord avec tout ça, c'est que finalement, pour reprendre la question, c'est un peu de la rhétorique, mais c'était est-ce que tu vis de ton travail? Encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par vivre. Voilà. Après, moi, je dirais oui. J'aurais tendance à répondre oui, parce que je considère que mon travail m'apporte les choses qui sont les plus importantes pour moi, à savoir, je voyage énormément. J'ai des conditions de vie qui sont quand même très correctes, et surtout je fais quelque chose qui m'épanouit complètement, qui m'intéresse, avec des projets que j'ai quand même la chance de pouvoir choisir, des gens intéressants, et aussi moi je suis foncièrement anticapitaliste, donc c'est de ça dont on parle, et en réalité ça me convient. Disons que je suis assez en accord avec moi-même dans cette idée que je gagne peu d'argent, mais du coup quand tu gagnes peu d'argent, tu fais aussi attention à dans quoi tu le mets, dans quoi tu le réinvestis, et en revanche
revanche, je trouve que la manière dont je gagne de l'argent est plutôt honorable et voilà quoi, c'est en accord un peu avec ce que je pense foncièrement. Donc, c'est trop bien. Bah j'arrête pas de dire c'est trop bien, mais je trouve sincèrement que c'est trop bien. Je me répète, désolée. Bah non, mais je suis en accord avec toi, tu vois, de se dire finalement, bah tu vas pas. Enfin, moi j'adore me lever le matin pour bosser, quoi, et pour faire ce que je fais. Et peut-être que j'ai moins de sous qu'une personne, que quelqu'un d'autre qui bosse pas dans l'art contemporain ou dans la culture. Mais peut-être que cette personne-là, elle se fera foncièrement chier au boulot, quoi. et vraiment, il y en a beaucoup. Donc, oui, tu vois, c'est un choix aussi de dire, bon, bah, j'ai pas beaucoup d'argent, je pars pas beaucoup en vacances, mais au quotidien, je suis ultra épanouie, quoi. Ouais, et puis tu as aussi cette idée que finalement, tu as des gens qui vont gagner plus d'argent, ils ont beaucoup moins de temps pour faire des choses qui les intéressent, et ils vont gagner beaucoup d'argent pour les réinvestir dans des choses qui finalement, moi, me semblent pas essentielles. Et par rapport à ce que j'ai dit juste avant, qu'on se méprenne pas, c'est pas parce qu'on adore ce qu'on fait qu'on doit pas être payé pour. Parce que le discours du métier passion, c'est pas bon du tout. Ouais, ça va quoi au bout d'un moment. Voilà. Merci Pauline d'avoir accepté mon invitation. Merci aux auditeuristes de nous avoir écoutés et à David Walters pour le générique. La semaine prochaine, je sais pas, on est confinés, donc potentiellement je ferai un épisode par semaine, on verra. Ce sera la surprise de la semaine prochaine. Mais en tout cas, la prochaine invitée, en l'occurrence, c'est une femme, sera Sarah Trouche. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.